Ah, salut Ophélie. Coucou! Alors on se dit coucou même si on vient déjà de passer une petite heure ensemble, c'est pour faire genre, hein. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais je suis super contente que tu aies accepté mon invitation dans cette première petite interview. Alors moi, je te connais déjà un petit peu, Mhm. Ophélie Simon. Mais qui est Ophélie Simon? Ah, alors, je suis psychologue et au quotidien, je m'amuse, si on peut dire, avec toute une thématique de patients qui ont beaucoup à faire avec leurs émotions, notamment des émotions en lien avec souvent des traumatismes et aussi souvent des comportements alimentaires dysfonctionnels. Ok, d'accord. Et à côté de ça, outre ton travail, tu n'es pas que Ophélie, la psychologue. Est-ce que, si tu veux nous dire un petit peu ce que tu vas faire, quelles sont tes passions ou... Alors moi j'adore lire, me former, j'adore aussi bouger Ouais. et c'est notamment pour ça que je viens à ton cours de yoga et que j'ai cherché à te faire venir aussi ici à la Ouais. Maison 48 Ouais. parce que je cherchais un cours de yoga. Et Mhm. donc je me suis dit pourquoi pas le faire venir ici. Ah, donc c'était en fait un peu un profil personnel. Un petit peu, j'avoue, Ok. au Bah écoute, départ, oui. t'as bien raison. Donc en fait, pour ceux qui ne le savent pas, Ophélie, c'est la propriétaire donc, de ce lieu, la Maison 48. Donc Ouais. on est situé ici à Charleroi, une superbe maison de maître avec tous les bureaux qui ont leur petit charme, etc. Et donc, dans la Maison 48, tu as vraiment essayé de créer un petit cocon et tu regroupes plusieurs professionnels de la santé. Ouais. Il y a qui, enfin, qu'est-ce qu'il y a comme thématique On est majoritairement des psychologues. Ouais, Il y a un ou deux coachs qui viennent. Il y a notamment une coach qui est spécialisée dans toute la thématique des relations avec des pervers narcissiques. ok, Voilà. ouais, On a quelques psychologues qui sont plutôt d'orientation cognitivo-comportementale. Donc ça, c'est vraiment un type de psychothérapie qui est fort répandu actuellement les mouvances psychologiques. On a d'autres psychologues, voilà, un peu tout venant, qui font du coaching de vie aussi. On a notre psychologue qui est formé à l'hypnose. Il y a aussi de l'EMDR. Enfin, on a quand même un panel. ouais. Et on a toi aussi, Qui qui est sort un peu du là. lot. Non, pas du tout, parce que la Maison 48, c'est un centre de psychothérapie Mhm. et de psychothérapie du mieux-être. Alors, au départ, j'avais mis psycho entre parenthèses pour faire thérapie du mieux-être. Enfin, bref, c'est du Ouais. détail. Mais en fait, la Maison 48 est vraiment axée vers une amélioration du bien-être. Et donc, tu as complètement ta place ici, que ce soit avec le cours de yoga, mais aussi avec tes autres activités. Je ne sais pas si tu veux en toucher un mot aussi par Oui, oui, rapport bah à c'est vrai. ça. Donc, moi, je donne deux cours de yoga le mardi et les jeudis, même si là, tout de suite, le jeudi, il avait juste un tout petit peu mis en parenthèse pendant quelques semaines. Mais bon. Voilà, donc ça fait quand même 3 ans maintenant. Oui, Ouais, ouais, ouais. on a ouvert en 2020, donc oui, ça se Ouais, tient. ouais, 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 c'est ouais. ça, 3 ans que je viens donc donner les cours de yoga, mais c'est vrai que je propose aussi, enfin, je profite de ma venue sur le roi pour amener soit des soins Reiki, soit des accompagnements d'huile essentielle, des massages aromatouch, etc. Il y a la chouette petite salle là aussi avec la Ouais, ouais, table. ouais. Elle est trop belle d'ailleurs. Ouais. Donc, Ça, c'est la salle de massage, comme on ouais, l'appelle. Les autres, c'est plutôt des de bureaux de conseils. consultation. Mais voilà, enfin, de toute façon, l'ensemble a été fait pour qu'on s'y sente bien. Ça, Et on c'est le s'y sent principal. bien. Ça, c'est clair. Ok, ben c'est chouette donc de voir toutes ces petites, enfin, vraiment ce regroupement pour le mieux-être, Ouais. en sachant qu'il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'énergétique, etc. Tout vient vraiment se combiner et c'est super intéressant. Tu mentionnais
qui avait le MDR, etc. Et j'avoue, moi, ce sont des initiales qui me parlent, oui et non, mais concrètement, est-ce que tu sais nous en dire plus? Est-ce que tu pratiques, toi? Qu'est-ce que tu fais, en quelque sorte? Alors, comme je t'ai dit au départ, moi, l'activité principale que je vais faire avec mes patients, c'est surtout les aider quand ils ont des traumas Ouais, et les aider quand ils ont des troubles de comportement alimentaire, ouais. plus vers les comportements alimentaires qui font trop manger que les comportements alimentaires de restriction comme l'anorexie. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, j'ai été formée à plusieurs techniques, on va dire, et notamment l'hypnose et aussi le MDR. Et le MDR, en fait, c'est une psychothérapie, une forme de psychothérapie en elle-même. Et donc, quand on pratique le MDR, en fait, on met les lunettes de la psychothérapie EMDR pour appréhender nos patients avec ces lunettes-là. Et en fait, le MDR considère que les problèmes actuels de quelqu'un découlent d'expériences de vie qui n'ont pas été intégrées correctement. Et donc, ces expériences de vie qui n'ont pas été digérées, en fait, en quelque sorte, c'est comme si elles restaient comme un peu des électrons séparés du reste des souvenirs qui ont été intégrés correctement. Et le MDR va essayer, c'est prouvé en tout cas que ça fonctionne, c'est que le MDR va favoriser qu'un électron libre, donc une expérience qui n'a pas pu s'intégrer correctement, va finalement s'intégrer à toutes les autres expériences qui ont été correctement intégrées depuis le début de la vie. Je ne sais pas si c'est très clair, si tu arrives à me J'ai suivre. compris le principe, oui, Ouais. mais concrètement, comment tu amènes alors à intégrer ces expériences? Alors, la manière dont il faut savoir que Déjà EMDR. EMDR, C'est c'est Eyes Movement, Desensitization and Reprocessing. OK. Donc, reprogrammation et donc désensibilisation et retraitement par le mouvement des yeux. OK, d'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la base de l'EMDR, il y a Francine Shapiro. Et Francine Shapiro, elle a découvert un peu par hasard ce mouvement des yeux particulier, ce balayage des yeux, donc on fait comme ça, parce qu'elle était, à un moment de sa vie, elle était atteinte d'une maladie grave, et donc elle avait beaucoup d'angoisse, etc., en lien avec ça. Et elle s'est rendue compte que, en se baladant dans un parc et en balayant des yeux le paysage, elle a senti ses angoisses diminuer. D'accord. Et donc, de ça, elle a voulu développer cette technique et c'est bien tombé parce que oui, effectivement, ça fonctionne. Et donc, elle a développé ça s'est développé petit à petit. Et maintenant, il y a vraiment des études qui prouvent que ce balayage des yeux, mais en fait, pas que le balayage des yeux, parce qu'il y a le balayage, mais il y a aussi du tapotement sur les genoux qu'on peut faire. Et alors, il y a aussi des stimulations auditives, mais ça, c'est plus rarement utilisé. En fait, ce mouvement particulier vient aider le cerveau à digérer les choses, les expériences qui n'ont pas pu être digérées auparavant, n'ont pas été digérées correctement. OK. Alors, si tu me demandes comment est-ce que le MDR fait ça? Alors, le mouvement particulier de l'MDR, je fais ça parce que moi, je fais souvent les tapotements au niveau des genoux. En fait, ce mouvement particulier vient amener une relaxation au niveau du corps. OK. Oui. Donc, un petit peu comme quand toi, tu fais de la cohérence cardiaque avec nous en cours de yoga. En fait, le but, ça va être d'amener le corps sur la partie du système nerveux qu'on appelle le parasympathique, et donc qui gère tout ce qui est OK, c'est cool, tout va bien, on peut se détendre. Ouais, pour le mettre sur cette fréquence. Voilà, exactement. Ouais. Donc, le tapotement vient permettre au corps de se détendre. Oui. Et le fait de revivre une expérience très très négative et de revivre les émotions de cette expérience très très négative en même temps que le corps est détendu, ça permet au cerveau de reprocesser les choses de manière différente et de digérer les traumatismes. D'accord.
on ne sait pas encore exactement. Donc là, ce que je te dis, c'est les dernières choses qu'on sait, qui ont été découvertes avec des études IRM, etc. Ouais. Enfin, voilà, c'est ce qu'on sait actuellement. Peut-être qu'on va trouver d'autres choses. Ouais, c'est encore très récent comme C'est approche. encore, voilà, il y a encore plein de choses, il y a encore plein de choses à découvrir. Comme pour plein de sujets, mais là, ça reste assez Comme, novateur. voilà, comme pour plein de sujets. Après, il y a d'autres techniques. Tu me parlais tout à l'heure de l'EFT. Donc, l'EFT, de ce que j'en sais, effectivement, il y a des points précis au niveau du corps où on vient tapoter. Ouais. Et ça permet également, c'est une méthode de libération émotionnelle, comme on l'appelle, en fait. Il y a aussi d'autres techniques. Il y a la méthode Tipeee, Oui, qui est, moi, que tu as peut-être déjà... ça, j'avais beaucoup pratiqué avec une de mes thérapeutes à l'époque. Et je me souviens encore, allez, Mélanie, Tipeee, ma belle, Tipeee, ma belle. Ouais. Et à ce moment-là, j'étais dans une période assez difficile à mon boulot, mon autre boulot d'archi. Et j'allais toute seule dans les toilettes. Je m'asseyais sur la cuvette. Allez, Tipeee, ma belle, Tipeee, ma belle. Et ça m'a vraiment aidé énormément. Tipeee, donc, concrètement, tu sauras brièvement l'expliquer, même si toi, Ben, moi, je pratique pas, mais de ce que j'en sais, l'idée, c'est de se laisser traverser par les émotions et de suivre. on verra. Écoute, on verra, on verra. Tant pis, on va continuer. Ça enregistre, en tout cas. Et show must go on. Au pire, on aura que la deuxième partie. En tout cas, ça enregistre là maintenant. Ok. Je disais, Tipeee, ma belle Tipeee. Tipeee, Donc, moi, j'avais d'abord découvert donc, avec cette thérapeute. Et donc, moi, j'étais clairement en tant que patiente. Et puis, j'ai découvert ça vraiment une similitude lorsque je me suis formée à la pleine conscience. Parce que vraiment, c'est ça aussi, j'en propose régulièrement dans mes séances et dans mes accompagnements plus spécifiques sur la régulation émotionnelle par le mouvement, la méditation, etc. Donc, quand j'avais découvert ma formation en pleine conscience, on repensait comme ça, on se laissait traverser, comme tu dis, par une émotion. Dans l'exercice qui était proposé, c'était pas de prendre non plus l'expérience la plus traumatisante de notre vie, quelque chose d'intensité moyenne, mais venir ressentir où est-ce que cette émotion venait se placer dans le corps, si ça venait faire un serrement, comme un nœud dans la gorge, une boule au ventre, une ouverture de la poitrine, ça peut être aussi quelque chose d'agréable, une émotion. Souvent, on pense plutôt à une émotion désagréable qu'on va venir réguler quand on se sent envahi, mais aussi on peut ressentir, quand on fait l'exercice, une émotion agréable. Donc, par exemple, on a une sensation d'ouverture. Et donc, bon, ben là, ben, c'est chouette, on profite tout simplement. Mais quand on est sur une émotion désagréable, on peut ressentir des contractions, des tensions physiques, des nœuds. Et le fait de se laisser traverser, de l'accueillir et de respirer à travers cette émotion, on peut, avec la pratique, vraiment la ressentir physiquement, soit se déplacer dans le corps, soit diminuer, etc., jusqu'à venir s'apaiser. Et donc, c'est ça, moi, que Tipeee, j'ai vraiment réassocié à ce que j'avais appris dans la méditation à pleine conscience, dans les scales corporelles, etc. Ouais. Donc, c'est un peu comme ça le parallèle. Peut-être que, ayant pas moi été formée à la méthode Tipeee, des subtilités que je n'ai pas, mais c'est ainsi que ça me parlait, moi. C'est pas, Oui, après, moi, j'en connais pas Oui. beaucoup plus par rapport à la méthode Voilà, Tipeee, c'est pas parce ça. que moi, Ouais. j'y suis pas formée. Mais effectivement, comme tu dis, bah, tout ça, enfin, le MDR, en tout cas le MD, le D, c'est désensibilisation, donc c'est Ouais. libérer les émotions au final. Donc tout ça, en fait, ce sont des techniques qui permettent de libérer les émotions. Et c'est ça le but, c'est Ouais. de pouvoir, en EMDR aussi, ce que tu expliques, où on va souvent interroger le corps, on va venir demander mais comment ça se passe dans le corps maintenant. C'est pas facile pour tout le monde. Il y a des Non. personnes qui sentent pas beaucoup leur corps, des personnes qui ont très peur de se laisser ressentir les émotions. C'est pour ça qu'on est là aussi, Oui. c'est pour les accompagner. Mais ce qu'on remarque souvent, c'est que même les personnes qui ont très peur de se laisser traverser par les émotions,
et qui, par la confiance, etc., de la thérapie, finalement, acceptent et se laissent aller à ressentir ces émotions, et finalement, elles se disent: «Ah, c'était juste ça, en fait». Ouais, ouais, ouais. Et donc voilà, c'est assez, je pense qu'il y a des patients qui ont très peur et qui se font une image, mais tellement négative de ce qui pourrait arriver, et qu'au final, c'est juste ça. Ouais, en fait, ça va, j'ai survécu, je suis pas morte. Tout se passe Exact. bien, enfin, tout se passe bien. Là, je sais que je peux aller au-delà, je peux continuer, mais il y a cette appréhension de l'inconnu, Ouais. sortir de sa zone de confort, et cetera. Et Mmh. OK, l'intensité, c'est vrai que c'est là que les thérapeutes viennent dans cet accompagnement. Et c'est super intéressant d'avoir ce lien encore plus étroit. Je m'attendais pas à ça dans l'interview, mais moi, ça me passionne ne sachant pas ce que c'était le MDR, à Mmh. quel point c'était relié, l'émotion était reliée avec le corps. Ah si, complètement. Moi, ça me Ouais, ouais, passionne, ouais. c'est vraiment ce que j'essaye d'intégrer le plus possible dans mon accompagnement signature Emotion. Mmh. Donc, Emotion, c'est un accompagnement en ligne, un accompagnement en replay, donc c'est pas en face à face ou du moins en direct, mais c'est vraiment Emotion, donc émotion en anglais, E-motion, E internet, voilà, et Mmh. motion Les mouvement. mouvements, Et ouais. vraiment, donc c'est ce lien entre le mouvement, le corps et ce qu'on ressent, cette Mmh. émotion qui se laisse traverser. Et j'aime beaucoup donner ainsi des outils Mmh. pratiques pour, OK, je ressens une émotion Ouais. plus ou moins forte. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire pour l'accueillir et revenir à moi et venir l'apaiser? Mmh. Maintenant, voilà, donc effectivement, quand on a vraiment cette intensité émotionnelle qui se fait très vive, je préfère, et je le mentionne clairement, qu'une fois, en fonction de l'intensité, peut-être qu'il faut d'abord aller consulter quelqu'un qui viendra Mmh. nous accompagner, nous tenir la main pour ce process. Et du coup, par exemple, lorsqu'on entame une thérapie avec toi, avec le MDR, est-ce qu'on peut repartir et refaire certaines séances, certains mouvements chez soi Oui. et venir s'auto-détendre, je ne sais pas. Oui, on peut faire de l'auto-EMDR. OK, Ça va être de l'EMD, OK. voilà, parce que, enfin, sans entrer dans les détails, quand on fait de l'EMDR, on va vraiment aller, rechercher toutes les pensées négatives qu'on peut avoir sur soi, les croyances négatives qui se sont créées à cause, des expériences, traumatisantes qui n'ont pas pu être intégrées correctement. Mmh. Souvent, ça va venir créer des croyances négatives sur soi. Ouais, J'invente, dans un accident de voiture, par exemple, quelqu'un qui va, ensuite créer la croyance: «Je vais mourir». oui, Alors oui, clairement, il y a eu un risque pendant l'accident de voiture, mais c'est pas pour ça que la personne va du coup mourir à tous les coins de rue. oui. Et oui, on va mourir un jour, mais voilà, c'est pas à tous les coins de rue. Et donc le R de EMDR, c'est le retraitement, et donc là, c'est quand on va vraiment travailler aussi les croyances qu'on a pu se créer négatives à propos de ça. Mais sinon, EMD, c'est désensibilisation, donc c'est diminuer la charge émotionnelle qui est en lien avec le traumatisme qu'on a vécu. Mais au final, on n'est pas obligé spécialement d'avoir vécu un traumatisme pour l'utiliser. On a tous des Voilà, traumas, petits ou on a grands, tous, on a tous notre exactement, ouais, expérience, on a tous, certains exactement. blocages. Exactement, mais simplement, parfois, on vit une situation qui nous met dans une émotion et on a peut-être besoin juste de, voilà, apaiser. Alors, dans tous les cas, ce sera toujours mieux de faire en sorte d'accueillir cette émotion que de la garder à l'intérieur et de la refouler. Ouais, Et une des techniques, c'est par exemple de se faire soi-même du tapotement sur les genoux, par exemple, ou alors ce qu'on va faire, c'est du papillon. C'est la même chose, en fait, c'est le même principe, puisque le MDR, en fait, c'est des stimulations bilatérales alternées. Donc, OK. c'est un côté puis de l'autre. Au final, on se demande si la marche, en fait, la marche en forêt, par exemple, c'est une Ah, stimulation bilatérale alternée. Donc, si ça ne pourrait pas avoir. Voilà, d'ailleurs, il existe un protocole EMDR avec ça, mais qui n'est pas validé par EMDR Europe. Donc voilà, mais il y a des choses comme ça
qui existent. Ah ouais. Et donc, pour se faire le MDR soi-même, ben, on va juste faire voilà, le tapotement au niveau. Donc, on croise les bras, On croise et puis on fait on croise les bras d'un sur la poitrine, je viens Ouais. tapoter avec les mains sur la Voilà. clavicule. Voilà, gentiment, doucement, un peu patte de chat. Patte de chat, je ça me pense, parle, je ça. pense être ton chat poule que j'aime beaucoup. Oui, mon chat s'appelle Poule. Oui, j'adore ce nom. Et donc, on va venir comme ça, tapoter, tout en se connectant à l'émotion qui est présente, Ouais. en se disant, mais tiens, où est-ce que ça chipote pas bien au niveau du corps? Voilà, je sais pas, j'ai une boule dans le ventre, ou bien j'ai la gorge qui est serrée. Ouais. Et en fait, un peu comme tu disais avec Tipeee, ben, sur base de cette sensation, eh bien, on va laisser la sensation s'exprimer simplement. Alors, s'il y a des larmes qui coulent, ben, on laisse couler. S'il y a du discours intérieur, ben, on laisse le discours intérieur se faire. Et puis, ben, on va faire ça pendant peut-être 30 secondes. Et puis, on va réévaluer. On va se dire, mais tiens, où est-ce que ça en est? C'est encore un peu chargé. Eh bien, on va recommencer. On va refaire. Okay. Et ça va être vraiment sur une émotion qui est présente là maintenant. Là, tout de suite. Voilà. On est dans le moment présent, là. Voilà, exactement. Et on ne vient pas rechercher Non. des émotions du passé. Non, voilà, vivre, tout à fait. On va surtout pas, donc ça c'est très 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 important, on ne travaille pas avec le MDR sur des traumatismes soi-même. Ça doit être encadré par un thérapeute. Oui. Mais ça peut être une très bonne astuce quand, là, tout de suite, je ressens une émotion vive. Pour moi, j'aime beaucoup. Après, je me demanderais, tiens, c'est pas toi ta définition d'une émotion. Mais pour moi, j'aime définir une émotion comme une énergie qui nous traverse avec plus ou moins d'intensité. Et si on ne laisse pas cette énergie nous traverser, en fait, elle vient se cristalliser Exact. et créer des nœuds. Et donc, quand j'en ai dans le moment là, tout de suite, ok, je ressens une émotion assez vive, je viens amener cet accotement, je viens amener cet outil pratique directement pour essayer d'apaiser l'intensité et éviter donc cette cristallisation. Maintenant, voilà, ça c'est ma définition à moi. Toi, une émotion, tu as une définition particulière. Après, alors, moi je vais te sortir la définition de la théorie. Allez, vas-y. Mais je voudrais quand même rebondir sur ce que tu dis par rapport à cette cristallisation, parce qu'au final, tu dis une émotion qui vient se bloquer et se cristalliser. Et en fait, moi, j'utilise exactement la même image, mais quand j'explique à mes patients qu'une expérience vient se bloquer et se cristalliser aussi. Et donc, le but de tout ça va être de dénouer le truc et de ramener beaucoup plus de fluidité. Après, quand on suit le lien logique, c'est d'abord une expérience que l'on vit qui génère l'émotion. Ah, non, pas encore. C'est pas sûr. C'est même pas encore sûr. Après ça, je suis pas assez calée dans le domaine pour te répondre avec précision. Mais je pense qu'il y a des théories qui viennent considérer que on a d'abord quelque chose on vit l'expérience, on a quelque chose qui se passe dans le corps et qui va produire l'émotion. Et donc, oui, il faut d'abord vivre le truc, mais enfin voilà, je pense qu'il y a plusieurs théories par rapport à ça. Mais ça, je serais pas, je pourrais pas vraiment te les expliquer. Mais pour moi, du coup, une émotion, d'abord, c'est quelque chose de naturel. C'est un phénomène physiologique. C'est vraiment une réaction du corps qui va être présente parce qu'on a vécu quelque chose. Donc oui, je te rejoins dans ce que tu dis, où il faut vivre quelque chose pour qu'il y ait une émotion qui arrive. Bon, après, j'allais rebondir sur, on peut repartir sur des vies antérieures, des traumas qu'on vient intergénérationnels, etc. Mais bon, parce que là, on l'a pas vécu. Enfin, c'est encore un autre sujet, et donc désolée, non, pas de souci, mais c'est sûr que tu as parfois des personnes qui te disent je suis angoissée tout le temps et je ne sais pas pourquoi. Il n'y a rien qui vient déclencher cette angoisse, il n'y a rien qui vient déclencher cette émotion. Mais probablement que ce sont des choses qui sont tellement lointaines ou tellement enfouies ou tellement pas dans notre vie actuelle que oui, mais l'émotion, elle est là quand même.
Et je pense que là, ben, on peut du coup parler de... après, il y a l'émotion qu'on peut vivre comme une vague. Ouais. Donc vraiment ce phénomène physiologique du corps, parce qu'on vient de vivre quelque chose, et donc il y a l'émotion qui arrive, et c'est comme une vague qui monte et qui finit toujours par descendre. Ouais. Ça, c'est les émotions telles qu'on peut les vivre dans les événements un peu du quotidien. Après, parfois, tu as des états émotionnels qui sont beaucoup plus constants. Et donc là, tu es dans l'émotion tout le temps. Oui. Bon, ça, c'est encore, Voilà. c'est encore autre chose. Après, quand on parle, enfin, je pense que quand si on se lance toutes les deux, on peut avoir une discussion qui va durer des heures là-dessus. Donc, restons cadrés. Mais ouais, Restons cadrés. Je vois bien. Mais enfin voilà, oui, la définition de l'émotion, c'est quelque chose qui monte parce qu'on est en train de vivre quelque chose. C'est une réaction naturelle qui vient donner un message aussi, parce que l'émotion, elle est présente parce qu'il y a un besoin qui n'a pas été satisfait dans ce qu'on vient de vivre. Et ben, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des émotions qui sont ressenties comme plus agréables et d'autres moins agréables. Après, toutes les émotions sont utiles et présentes. C'est simplement, il y en a qu'on les ressent, moins agréables. Personnellement, j'essaie de ne pas utiliser le mot émotion négative ou positive, Oui, c'est parce ça. que finalement, une émotion négative, entre guillemets, a quand même un message Tout à à fait. venir t'apporter et donc une utilité, et c'est pour aller vers un mieux si on prend le temps et qu'on a le courage de venir décortiquer ce qui se cache derrière. Exactement. C'est pour ça que j'ai un petit peu nuancé entre agréable, désagréable. Maintenant, ça reste du vocabulaire. Oui, oui, bien Voilà, sûr. c'est ça. De toute façon, si on utilise émotion positive ou négative, on se comprend quand même. Voilà, c'est ça. Voilà, on se comprend. Maintenant, oui, on peut faire cette nuit. Bon, voilà, c'est un détail, mais simplement pour vraiment mettre l'accent. Il y a vraiment une utilité, même si c'est pas cool ce qu'on vit là tout de suite, cette vague, elle va passer. Exact. On accueille le besoin, on essaie de remplir le besoin pour pouvoir justement continuer d'avancer, continuer d'évoluer avec toute une trousse à outils qu'on vient se créer au fur et à mesure. Et donc, dans cette trousse à outils, toi, tu me parlais que tu faisais également de l'hypnose. Oui, exactement. Oui. Alors, l'hypnose, moi, j'ai toujours eu une question par rapport à ça. Quelle est la différence entre l'hypnose et la méditation guidée? Parce que l'hypnose, je ne l'ai jamais expérimentée, je n'ai jamais été hypnotisée. La méditation guidée, par contre, je la pratique, moi, je me laisse guider très régulièrement. Enfin, quasiment tous les jours, j'ai des méditations guidées, enregistrées, que je viens, et en fonction de ce que je traverse, de quelle thématique j'ai envie de travailler à titre personnel, je vais sur telle ou telle méditation guidée. Mais quelle est la nuance entre cette méditation guidée et l'hypnose? Parce que la méditation guidée, moi, c'est vraiment un des outils que j'utilise donc également dans mes accompagnements, donc par exemple dans mon programme Emotion, où on vient brasser toute une palette d'émotions. En fonction de la thématique, j'amène une méditation guidée pour venir apaiser l'émotion, venir la rencontrer avec sécurité, venir la rencontrer en confiance pour pouvoir voir justement, comme on disait, quels besoins se cachent derrière l'autre, mais sans avoir tout cet aspect théorique, quoi. On vient se relaxer, se relâcher, se détendre tant que possible et accueillir ce qui vient. Et par rapport à l'hypnose, est-ce qu'il y a une nuance? Alors, je vais peut-être pas pouvoir te répondre avec beaucoup de précision. En tout cas, et par rapport à ce qu'on a déjà discuté, il y a autre chose qui m'est venu. En fait, rien qu'en termes de comment ça se passe, donc comme tu l'as dit, la méditation guidée va être prédéfinie par un thème et par une sorte de texte qui est délivré. C'est ça. Alors, on peut retrouver ça dans l'hypnose. On peut retrouver ça dans les séances d'hypnose avec ce qu'on appelle des scripts qui sont déjà un petit peu préétablis et sur lesquels on peut venir s'appuyer pour construire des séances d'hypnose. On va aussi utiliser beaucoup de métaphores. Je sais que tu utilises aussi beaucoup les métaphores, qui sont en fait des histoires
des histoires qui viennent raconter quelque chose qui a l'air anodin, mais au final qui envoie quand même un message sur ce dont le patient aurait besoin pour aller mieux. Oui. Et donc là, on reste dans des séances un petit peu prédéfinies, préécrites. Ouais. Après, en hypnose, il y a aussi tout un travail qui peut se faire sur... en séance, on va recueillir ce dont le patient a besoin, on va recueillir les mots du patient, Oui. et on va construire des séances sur base de ça. D'accord. Donc Oui. vraiment personnalisé pour le patient. Ok. Et puis après, tu as un autre niveau d'hypnose qui va être du freestyle complet, et où en fait, tu vas amener le patient en hypnose, et après, tu vas construire ta séance complètement en fonction de ce que le patient te dit. Donc, tu ne sais pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Et donc, ça, en termes de pratique, Ouais. ça, c'est différent. Ok. Maintenant, au niveau des ondes du cerveau, il y a des différences aussi. On va retrouver, donc en hypnose, il y a 2 types d'ondes du cerveau. Tu sais, les ondes du cerveau, on les enregistre avec le casque Ouais. et les électrodes, là, tu vois. Mhm. Donc, quand on fait ça et qu'on met les gens sous hypnose, eh bien, l'hypnose va être en lien avec 2 types d'ondes du cerveau. Et la méditation va être en lien avec un autre type. Alors, je ne pourrais pas te dire, lesquels. Je sais que méditation et hypnose partagent certaines ondes et d'autres ne se les partagent pas. Après, ça, concrètement, elles ne sont pas vraiment dans la partie plus théorie, mais l'aspect d'une séance. Donc, on a dans la méditation guidée un script prédéfini en général. Oui. Bon, après, j'avoue, parfois, je pars en freestyle. Oui, et je ne sais pas vers quoi complètement, arriver, mais en tout cas, vu que je ne fais pas de séance en one-one, c'est pas vraiment personnalisé. Ouais. Et toi, par contre, avec l'hypnose, tu viens utiliser les mots du patient. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, moi, ça me semble assez clair par rapport à ça, mais on va comment l'hypnose, quand on n'est pas dans le milieu, on pense je vais t'hypnotiser et puis après tu vas commencer à claquer comme une poule. Tu vois, le gros cliché de l'hypnose, mais oui, tu saurais amener les gens à faire des choses. Alors moi, concrètement, je ne suis pas formée à ça. Ok, c'est un autre voilà, moi, ça, je ne sais pas faire. Ouais. Et puis, très concrètement, je pense que je n'oserais pas faire ça. Ouais. C'est pas dans tu vois, c'est pas dans ma personnalité. Je sais qu'il y a des thérapeutes qui utilisent un peu des techniques d'hypnose comme ça, mais c'est parce qu'ils sont à l'aise aussi avec ça. Mais bon, moi, j'ai pas été formée à ça et c'est pas quelque chose qui m'intéresse dans ma pratique. En plus de ça, faire faire la poule. Oui, bon là, on parle du show. Voilà, c'est du show, exactement. Et donc, il faut montrer des choses. Ouais, oui. En thérapie, on n'a pas besoin de montrer quoi que ce soit, bien que, en fait, certains patients s'attendent à voir des choses et donc ils se disent « Ah, c'était que ça l'hypnose, en fait. Donc, je n'ai pas fait le canard autour de la table. » Voilà, c'est donc, ça. voilà, il y a des attentes un peu, parfois un petit peu erronées de la part des patients. Mais oui, concrètement, ce qu'on voit dans les choses, c'est vrai, c'est l'hypnose. Mhm. Maintenant, il y a 50 couches qui sont ajoutées autour et qui font que c'est un show, parce qu'un show, il faut montrer quelque chose. Si on me filme en train de faire de l'hypnose dans mon cabinet, mais les gens vont s'ennuyer. Parce qu'on voit pas ça en prochain live. En prochain live, Ophélie qui va m'hypnotiser. On va voir si ça et on va faire et on verra le dimat après. Voilà, et on verra. Mais oui, mais voilà, les séances d'hypnose en général sont orientées vraiment vers une discussion et de la bienveillance. Et aussi dans les spectacles, ben, on va avoir beaucoup d'autorité. Ça va être beaucoup des mots autoritaires, etc. En séance, comme je te dis, moi, je vais utiliser les mots de la personne pour pouvoir construire quelque chose, ou bien c'est complètement ce que la personne amène sous hypnose qui va construire la séance, donc on n'est pas du tout dans Oui, mais bien sûr, c'est simplement pour
enlever un petit peu cette image qu'on peut avoir de l'hypnose de prime abord quand Mhm. on ne vient pas décortiquer, quand on ne sait pas de quoi on parle. Oui. L'hypnose, généralement, je pense aux shows. Exact, ouais. Voilà. Il y a beaucoup d'a priori. Oui, c'est Voilà. sûr, il y a beaucoup d'a priori, oui. Bien Oui. sûr. Donc voilà, je trouve ça simplement intéressant de venir le souligner. Donc là, on a déjà eu pas mal de choses intéressantes. J'avais quelques questions. Oui, bien. on s'était dit qu'on Ouais. allait aborder. Oui, le yoga. Est-ce que nous- Ah bah oui, bah, Bah, on ouais, on est parti à fond sur les émotions, mais le yoga. Le oui. yoga, donc Le le yoga. yoga, ça fait 3 ans que tu en pratiques, donc maintenant. Oui, avec oui. moi, peut-être avec d'autres, je ne sais pas, je ne suis pas exclusive. J'ai pratiqué un peu avant. Ok. Mais voilà, c'est non, juste avec toi là. Merci, tu es fidèle. Oui. Bref, c'était pas ça que ça. Non, Je voulais aller vers le yoga, donc tu le pratiques à titre personnel. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Point de vue physique, point de vue émotionnel, justement, pour revenir dans cette thématique. Quels bénéfices tu en tires? Pourquoi tu pratiques Eh bien, je le pratique dans la même optique que quand je vais le conseiller à mes patients. C'est-à-dire et tu l'as évoqué tout à l'heure, pour prendre soin de soi et prendre soin de ses émotions. Ouais. Parce que c'est très bien d'avoir des techniques pour apaiser les émotions quand elles arrivent très fort, Oui. mais c'est encore mieux de se cultiver un état émotionnel relativement serein dans la vie de tous les jours. Ouais. Et le yoga en fait partie. Et donc, moi, je trouve que d'abord, le yoga, les séances de yoga, c'est un moment pour soi. D'abord, c'est un rendez-vous avec soi-même, Oui. que malheureusement, peu de gens s'autorisent actuellement. Oui. Alors, même si on est actuellement dans une mouvance de prendre soin de soi, etc., il y a quand même encore beaucoup de gens qui ont énormément de mal à se mettre 1 heure rien que pour eux par semaine. Ouais. Et donc, rien que ça, c'est important, c'est un rendez-vous avec soi-même. Ensuite, au niveau du corps, ça fait bouger le corps. Et ça, c'est hyper important. Oui. Parce qu'en termes d'émotion aussi, le fait de bouger son corps va permettre aussi un équilibre, d'extérioriser des choses, etc. Donc ça, c'est super important. Et alors, moi, ce que j'ai beaucoup appris avec le yoga, c'est la respiration, qui est aussi hyper importante pour gérer les émotions. Clairement. La respiration, d'ailleurs, j'adore toutes les techniques de respiration que tu donnes, enfin voilà, moi, j'adore. Et alors, quelque chose que je ne soupçonnais pas, c'est la conscience du corps. Oui. Et ça, peut-être qu'on en a parlé un jour, mais j'avais jamais pris conscience de ça, jusqu'à ce qu'un jour, et je m'en rappelle très bien, j'étais à un feu, j'attendais pour traverser, et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus conscience de mon corps que quand je ne faisais pas de yoga. Et donc, enfin voilà, ça je trouve que c'est précieux parce que on est dans l'émotion, dans le rapport à son corps, dans le fait d'être connecté à soi-même. Et donc voilà, ça c'est super important. Donc tu comprends pourquoi j'ai fait en sorte que tu viennes donner un cours de yoga. C'est cool. Mais c'est ça que pour moi, c'est hyper important d'intégrer ces notions de pleine conscience à la pratique du yoga. Parce que déjà, il faut savoir que yoga, avec la tendance actuelle, on n'est plus du tout dans la pratique traditionnelle qu'on retrouvait à la base, quoi. Là, maintenant, dans la pratique moderne du yoga, en tout cas dans ici, il y a 50 000 types de yoga. Moi, je propose plusieurs types de yoga parce que je suis assez curieuse, etc. Ah, voilà, mon invité. Bon, bref. Donc, je disais, donc, il y a 50 000 types de il y a yoga. 50 000 types de yoga. Et je trouve qu'il est vraiment important de savoir vers quoi on va, parce qu'il existe. Donc, moi, ce que je propose, c'est du yoga vinyasa. Ouais.
Donc on est vraiment dans le mouvement, dans le flow, dans le dynamisme. Après, il y a des pratiques beaucoup plus douces, comme du yin yoga, du restaurative yoga, etc., que j'aime bien y participer, mais ça m'intéresse moins, ça m'amuse moins de venir l'enseigner. Et puis de toute façon, je n'ai pas la formation spécifique pour l'enseigner, mais donc il y a vraiment tout et n'importe quoi, pas péjorativement en disant tout et n'importe quoi, mais il y a vraiment toute une palette de pratiques de yoga. Oui, pour moi, il était important, outre le mouvement, parce qu'on pourrait voir, quand on juste regarder une vidéo de yoga vinyasa sans le son, sans juste regarder, ok, ça s'apparente soit à une chorégraphie en fonction de la fluidité ou à une gymnastique. Et pour moi, c'est vraiment important de souligner que non, le yoga, c'est pas un sport. Oui, ça vient travailler le physique. Oui, on vient travailler le souplesse. Oui, on vient travailler nos muscles, etc., le renforcement, mais en intégrant également la dimension de pleine conscience, la dimension de respiration, on vient vivre une toute autre expérience. Et donc, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et comme tu dis, ah ben, je suis à un feu rouge. Et là, je me suis rendu compte de mon corps, je me suis rendu compte de la manière dont je respirais, là, maintenant, etc. Et quand on vient toutes les semaines aussi se connecter à tout ça, de manière informelle, je vais dire, c'est plus facile d'aller, je crois que c'est quand même plus gai, j'espère, à une séance de yoga que de dire, ok, je vais en thérapie, parce que parfois ça reste assez lourd, tout ce qui vient émerger. Moi, j'essaye d'amener quand même, passer un bon moment, quoi, c'est ça le but. Et toutes les semaines, venir apprendre, non plus que toutes les semaines, mais au fur et à mesure, venir apprendre à se connecter à son corps, à se connecter à ses respirations, et déceler ainsi tous les différents messages. C'est également un des outils lorsqu'on vient dans une émotion plus ou moins forte à laquelle se connecter et se rendre compte. Parfois, on ne se rend pas compte qu'on est dans un état de stress. Et puis, tu viens de connecter à ton souffle, ou tu viens de connecter à ton corps, tu dis, ouh, en fait, il y a plein de crispations là-dedans et je pourrais juste relâcher et tout va bien, quoi. Donc, oui, complètement, oui. L'apprentissage, comme tu dis, l'apprentissage de la respiration aussi. Donc, on a parlé de la cohérence cardiaque tout à l'heure. La cohérence cardiaque permet, encore une fois, à amener le système nerveux sur la partie parasympathique pour se détendre. Et au final, mais toutes les techniques de respiration que tu nous apprends au cours de yoga, ben, mine de rien, on les pratique, etc. Mais en fait, au final, moi, je sais que le yoga m'a appris aussi à respirer correctement. Moi, j'étais toujours en apnée. Ben oui, c'est ça. Et voilà. Et d'ailleurs, je sais que je suis encore parfois en apnée puisque tu me le dis au cours. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est pour respirer. Et quand même, j'ai fait des progrès et voilà, je respire mieux. Et c'est grâce au yoga si j'ai appris à mieux respirer et à mieux caler ma respiration. Donc oui, enfin moi c'est très clairement quelque chose que je peux conseiller à mes patients parce qu'en fait ça a plein d'avantages. Tu as plein de facettes. Voilà, plein de facettes. Tu te connectes à ton corps, tu apprends aussi à Exactement. aimer ton corps tel qu'il est, à aussi le remercier de pouvoir faire certains mouvements. Et certaines personnes, parfois, quand ils sont dans leur début, ou même quand ils sont plus expérimentés, en fin de séance, ils sont là, waouh, j'imaginais pas que je pouvais faire ça, ou que mon corps pouvait me permettre d'avoir ce mouvement, etc. Et je trouve ça hyper important de venir se recentrer sur soi, apprendre à aimer notre corps tel qu'il est. Comme je le dis toujours, c'est, enfin, moi, la manière dont ma vision, c'est zéro performance. Et que de toute façon, chacun a sa propre morphologie. Et en fonction de notre ossature, etc., en fonction de nos proportions, moi, par exemple, je ne sais pas quand je suis assise toucher le sol avec mes mains, je ne saurais jamais. Je ne vais pas me faire agrandir les bras. Et il y a certaines postures que je ne saurais juste jamais faire parce que mon corps est fait comme ça. Mais on a parfois tellement des standards en tête, les réseaux sociaux, etc. Pour ça, c'est horrible tout ce qu'on peut voir. Enfin, c'est horrible façon de parler, mais parfois on a vraiment des a priori sur, que ce soit sur le yoga ou sur son corps, sur l'aspect du corps qu'on doit avoir. Oui, bien sûr. Apprendre, ah bah oui, bah en fait je suis comme ça, et c'est bien commun, je suis bien comme ça, et c'est parfait, quoi. Oui, complètement. Je te rejoins parce que
C'est une manière d'apprendre à mieux se connaître, de mieux connaître son corps. Et comme je dis souvent, plus on se connaît, plus on peut s'accepter et plus on peut aussi changer des choses si on a envie de changer des choses. Ouais. La première étape, c'est de pouvoir se connaître et s'accepter. Et ça, c'est valable pour son corps physique et aussi pour sa manière de fonctionner. Ouais, C'est valable pour les deux. Mais c'est vrai, comme tu dis, par rapport à la morphologie, ben oui, il y a des morphologies tout à fait différentes. Je le vois beaucoup avec mes patientes qui veulent perdre du poids et qui parfois ont l'impression en fait d'avoir des kilos en trop ou d'être grosses, mais en fait elles ont une morphologie différente. Voilà. Et ce problème est venu peut-être depuis l'adolescence, où dès l'adolescence il y avait une morphologie différente qu'elles ont intégrée comme étant grosse, alors que c'est pas spécialement le cas. Enfin bon, voilà, ça c'est un autre débat. Mais oui, clairement, cette morphologie qui permet pas de faire tout ce qu'on veut. Et il faut l'accepter. Il faut l'accepter, quoi. On va pas se faire greffer des bras. Enfin, moi, je voudrais bien 10 cm de jambes en plus. Mais c'est ça, mais comme tu disais, les réseaux sociaux, alors c'est génial parce que ça montre plein de choses. Oui. Ça montre plein de choses qu'on n'aurait pas vues s'il n'y avait pas ça. Oui. Mais en même temps, les réseaux sociaux, ça montre toujours le côté parfait des choses. Oui. Et donc c'est ça qui vient poser problème, parce que malheureusement, ça vient très souvent te rappeler que ah, mais toi, t'es pas aussi parfait que ça. Ouais. Tes vacances, elles n'étaient pas aussi parfaites que ça. Ton corps, il n'est pas aussi parfait que ça. Là où tu bosses, c'est pas aussi parfait que ça. Enfin voilà, c'est toujours un petit peu. Mais bon, les réseaux sociaux, c'est aussi un autre. Oui, mais je suis totalement d'accord. Il y a du pour, il y a du contre. Moi, je l'utilise énormément pour l'inspiration. Oui. Je vois effectivement, plein de choses. Je me dis, waouh, ah ouais, j'aurais jamais pensé à avoir ce flow de yoga-là. Et donc, je prends les idées, je l'adapte, etc. Et je propose des variantes. Mais aussi, clairement, on a parfois une vision. Donc, c'est clairement un autre débat. Mais je trouve que c'est hyper important de souligner que les réseaux sociaux, on montre que ce qu'on a envie de montrer. En général, on montre juste que tout le monde est beau, tout le monde est joli. Enfin, nous deux, enfin, on a chacune quand même une activité assez importante sur Instagram, Facebook, YouTube, etc. J'aime toujours rappeler quand même que Instagram, c'est mon outil professionnel. C'est pas mon journal intime. Exact. Je n'ai pas envie de montrer toute ma vie personnelle, etc. Mais il est important quand même de souligner que voilà, là, je traverse une période un peu compliquée, que tout n'est pas toujours rose et autres, sans pour autant commencer à étaler tout sur le tapis. Mais je pense qu'il faut quand même trouver une juste mesure, quoi. Oui. Mais bon, voilà, c'est encore oh oui, c'est encore un autre débat qui nous éloigne du yoga. Ouais, c'est clair. Mais bon, voilà, on a quand même. Moi, j'ai fait mon petit tour face aux différentes questions que je voulais te poser. Je trouve que c'était un échange hyper riche, hyper intéressant. Ouais. J'ai appris pas mal de choses. Le MDR, je ne savais pas exactement ce que c'était. Je suis vraiment contente d'avoir appris petit tapotement, le petit outil tout simple du papillon, donc croiser les mains sur la poitrine et les petits tapotements sur les clavicules, venir accueillir. C'est super chouette à intégrer. Je suis contente d'avoir appris la différence, la nuance avec l'hypnose, la méditation guidée. Je ne sais pas si tu as envie de conclure avec quelque chose en particulier. Bah, je pense qu'on a fait le tour, effectivement. Moi, je ne peux que te remercier de ce cours que tu donnes. Moi, j'y participe voilà, les mardis. Enfin, moi, je ne peux que conseiller de pratiquer le yoga et de le pratiquer avec toi, c'est encore mieux parce que voilà. Allez, un petit peu de oui, bah, bien sûr. Enfin, voilà, c'est après. On vit aussi dans un monde où on dit toujours très vite ce qui ne va pas, mais je trouve qu'il faut souligner aussi ce qui va. Voilà. Et donc, tes cours de yoga sont super chouettes et je resterai une fidèle yogi du mardi. Merci. Merci à toi d'avoir partagé ce petit moment. Merci à toi de m'avoir invité. D'avoir offert ce temps et d'être toujours dans la bonne humeur, etc. pendant les séances. C'est toujours un plaisir. Avec plaisir aussi. Allez, ben on va se laisser. On va finir. Ciao, ciao tout le Parfait. monde. Ciao.